Et je remercie donc tout le monde d'être présent ce soir pour cette conférence en compagnie de Didier Kernel et qui est présentée par Altruisme Efficace France sur la thématique de la longévité. Et je vous propose peut-être d'enchaîner directement par vous faire peut-être une présentation de ce que vous avez pu faire, Didier. Donc, j'ai 61 ans, j'habite à Bruxelles. Je suis passionné par les questions relatives à la longévité depuis maintenant une quinzaine d'années et j'ai créé une organisation qui s'appelle le HEALS pour Healthy Life Extension Society. Donc, il y a 12-13 ans maintenant, qui travaille sur ces questions-là au niveau européen et principalement aux alentours de la Belgique. Et puis, m'intéressant à ces questions-là, j'ai également été amené à m'intéresser à toutes les questions de modification de l'humain et donc toutes les questions relatives au transhumanisme. Et c'est pour ça que je suis également vice-président de l'Association française transhumaniste Technoprog, qui, comme son nom ne l'indique pas ou l'indique, ça dépend des interprétations linguistiques, c'est plutôt francophone que seulement français. Et alors, par ailleurs, dans ma vie non militante, je suis juriste où je travaille dans une administration, dans l'équivalent d'un ministère belge pour la sécurité sociale. Donc, avec un lien concernant les questions de santé et de longévité, mais un lien relativement lâche. Voilà. Et là, maintenant, je peux passer, si vous le souhaitez, à l'exposé lui-même. Je partage l'écran qui doit normalement être visible. Ouais, Voilà. c'est bon de mon côté. OK. Donc, je vais vous parler pendant une demi-heure environ des questions de longévité avec notamment l'aspect, bien sûr, altruisme efficace. Je trouve que dans ces conversations, peut-être même, surtout quand c'est un petit groupe, c'est encore la partie questions-réponses qui est la plus intéressante. Je vous propose cependant de me laisser parler jusqu'à la fin, sauf si c'est une question d'éclaircissement, mais pas pour les désaccords. Ça, c'est pour après. On aura le temps pour cela. Et donc, je vais commencer par un certain nombre de faits concernant la longévité humaine. Donc, aujourd'hui, comme chaque jour, il y a à peu près entre 110 et 120 000 personnes qui vont mourir de maladies liées au vieillissement. Et ça concerne, dans un pays comme la France et dans les pays de l'Union européenne, l'immense majorité des décès. Donc, on peut dire à peu près 90% des décès. Dans le monde, c'est aujourd'hui aussi de très loin la première, la première origine de mortalité pour environ 70% des habitants, plus que 2 sur 3, pardon. Et même dans les pays les plus pauvres, parfois on entend des gens dire oui, mais préoccupons-nous d'abord de ce qui tue le plus de gens à la fin dans le monde et tout ça. Même dans les pays les plus pauvres de la planète, la première cause de mortalité, ce sont les maladies liées au vieillissement. Vous le savez très probablement tous, la durée de vie moyenne, elle augmente. Ou plus exactement, je vais venir à cela malheureusement, elle augmentait jusque 2019. Et donc, voilà une petite description de la situation en un schéma. Donc, ça fait maintenant à peu près un peu plus d'un siècle et demi que dans les pays européens, la durée de vie progresse de 2 ou 3 mois par année. Et puis, dans les pays du Sud, le démarrage de la courbe s'est fait plus tard, il y a un peu moins d'un siècle, et de manière extrêmement parallèle ou même parfois de manière plus rapide dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Ceci étant, malheureusement, et ceci pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale,
Suite à l'épidémie de Covid, nous n'avons plus de progression de l'espérance de vie. Vous lisiez peut-être avant 2019 de temps en temps dans le journal, euh, particulièrement dans la presse francophone, que l'espérance de vie en bonne santé diminuait. Vous l'aviez peut-être aussi lu pour les États-Unis. En fait, quand on regarde l'espérance de vie globale au niveau planétaire, c'est chaque année, depuis 1945, était meilleure que les années précédentes. Et donc, on pouvait dire que chaque année, c'était la plus belle année de l'histoire de l'humanité, en tout cas en espérance de vie et en espérance de vie en bonne santé. Et ceci a changé en 2019 suite à l'épidémie de Covid, mais aussi malheureusement, et c'est relativement peu connu, la situation s'est prolongée au moins dans un pays comme la France ou comme la Belgique ou le Danemark, pour prendre des pays, on va dire, riches et qui ont eu un impact de la COVID, de l'épidémie de Covid, mais pas un impact, pas l'impact le plus grave. Donc, euh, même dans ces, enfin, y compris dans ces pays, nous sommes aujourd'hui à une durée de vie moyenne qui est inférieure à la durée de vie moyenne qu'il y avait en 2019. Là, vous voyez le graphique bleu et jaune, c'est la situation de la durée de vie moyenne, de l'espérance de vie moyenne en France pour les femmes et pour les hommes. Et donc, vous voyez, ça ne monte plus maintenant à peu près depuis 2015. Et là, vous voyez la progression globale de l'espérance de vie au point de vue mondial et la diminution qui a été vraiment spectaculaire en 2020 et 2021, puisque c'est plus d'un an d'espérance de vie qui a été perdu. Lorsque nous mourons de maladies du vieillissement, il y a trois grandes causes de maladies. Ce sont les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies neurodégénératives. Mais en fait, lorsque nous mourons de maladies liées au vieillissement, c'est beaucoup plus large que cela. Donc, la grippe, la tuberculose et la Covid, ça dépend ce qu'on dit, c'est beaucoup plus lié à l'âge que ce qu'on pense généralement. Enfin, pour ce qui est de l'épidémie de Covid, on en a beaucoup parlé, mais pour la grippe et la tuberculose, c'est déjà moins connu. Quand une personne d'une vingtaine d'années chute et se casse quelque chose, se casse un bras ou une jambe, le risque qu'elle en meure est vraiment absolument négligeable. Quand une personne a 80 ou 90 ans et qu'elle chute et qu'elle se casse un membre, sa probabilité de mourir dans l'année est d'à peu près 10 ou 15%. Une chose que souvent on ne sait pas non plus, c'est le fait que la durée de vie donc maximale en bonne santé ne progresse plus depuis relativement longtemps. Donc, en fait, la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, dans un passé déjà ancien, c'était Terencia, la veuve de Cicéron, et elle est décédée à l'âge de 104 ans, il y a déjà plus de 2000 ans. Et donc, la personne la plus âgée au monde aujourd'hui n'a que, entre guillemets, que 116 ans, et l'homme le plus vieux du monde, 114 ans. Donc, en fait, et sachant que la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité de manière à peu près non discutée, il y a des petites controverses, mais à peu près non discutée, c'était Jeanne Calment, qui avait atteint 122 ans déjà en 1997, donc il y a déjà longtemps. Alors, ce que nous savons de la durée maximale de vie, c'est qu'elle est génétiquement déterminée, et ça, pour moi et pour d'autres, c'est une source d'espoir considérable parce que cela veut dire que les thérapies géniques sont un des moyens qui pourraient permettre de changer des choses de manière assez radicale. Nous savons qu'elle est plus élevée chez les femmes que chez les hommes et nous savons que des animaux génétiquement proches les uns des autres peuvent avoir des durées de vie qui sont très différentes. Mais il y a des choses que nous ne savons pas sur la durée de vie maximale et sur la durée de vie moyenne d'ailleurs. Euh, pourquoi
est-ce que nous ne parvenons pas aujourd'hui à prolonger la durée de vie maximale en bonne santé? J'ajoute toujours en bonne santé, mais en fait, euh, quand on parle de durée de vie en bonne santé et quand on parle de durée de vie tout court, il y a un parallélisme dans les durées qui est assez fort. Donc, pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à prolonger la durée de vie maximale malgré tous les progrès médicaux alors que nous pouvons prolonger la durée de vie moyenne? Est-ce qu'il existe des thérapies géniques efficaces contre le vieillissement chez l'humain, mais aussi chez l'animal? Est-ce qu'il existe des produits capables de prolonger la durée de vie maximale? Et est-ce qu'il existe d'autres thérapies que les thérapies géniques et que les produits que nous pourrions développer? Tout cela, nous ne le savons pas encore. Alors maintenant, je voudrais dire quelques petites choses à propos de données massives, de big data et d'intelligence artificielle, parce que c'est le sujet dont on parle probablement le plus pour le moment en matière de santé, et puis parce que c'est un des domaines dans lesquels les perspectives sont les plus enthousiasmante. Et je voudrais dire d'abord que un enjeu majeur aujourd'hui, particulièrement en Europe et aux États-Unis, un enjeu majeur, ça n'est pas d'avoir des données de santé. Un enjeu majeur, c'est de les partager et donc de permettre l'accès aux chercheurs à ces données. Et donc, je reviendrai sur cela, c'est une des choses pour lesquelles, à mon avis, les altruistes efficaces peuvent avoir un rôle à jouer. La Commission européenne a adressé il y a quelques années un message au Parlement européen en disant qu'elle souhaitait que d'ici 2025, les citoyens de tous les États membres soient en mesure de partager leurs données de santé avec les prestataires de soins et les autorités de leur choix. Donc théoriquement, au niveau européen, il y a une volonté claire de partager les données de santé. Il y a aussi beaucoup plus récemment une proposition de réglementation qui a été émise dans ce qu'on appelle l'espace européen des données de santé, avec notamment quatre principes qui sont l'interconnectivité des bases de données, donc le fait qu'au niveau européen, il soit possible d'accéder aux données, que l'on soit belge, français, etc., un des pays de l'Union européenne, que ces bases de données soient ils utilisent le terme altruiste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas parmi les gestionnaires des bases de données de but de faire des bénéfices, et aussi que c'est très parallèle, mais qu'il n'y ait pas d'utilisation qui soit possible pour des objectifs commerciaux. Et enfin, le point le plus important pour la discussion ici, pour que ce soit partageable avec des scientifiques. En fait, je dirais que tout va dans la bonne direction, mais tout va dans la bonne direction avec une grande lenteur, malheureusement, et pour des raisons diverses, dont les questions relatives à la protection de la vie privée qui prennent un espace considérable, particulièrement dans l'Union européenne. Donc nous ne manquons pas de données de santé, nous manquons de données partagées. On considère que à peu près un tiers des données euh, des big data sont des données de santé. Il y a des centaines de millions de milliers d'applications de santé, mais il y a zéro espace public citoyen pour partager ces données de santé, ou plus exactement, il y a zéro espace public citoyen qui a un impact important et pour lequel il est facile de partager les données de santé. Alors que donc nous avons assez de données pour savoir quels tests cliniques devraient démarrer tout de suite et donc pour avoir des petits progrès de longévité et pour préparer des progrès plus importants. Mais je reviendrai là-dessus, des petits progrès de longévité, c'est quand même des années de vie qui peuvent être gagnées par les citoyens. Et donc, si on prend à l'échelle de la planète, des millions d'années de vie qui peuvent être gagnées. Nous avons besoin techniquement de partager la littérature scientifique. Donc, normalement, il y a déjà des obligations, en tout cas au niveau européen, mais elles sont relativement souvent oubliées.
Nous avons besoin de collecter les données de santé, particulièrement chez les personnes âgées, puisque c'est là que les progrès au point de vue de santé sont les plus importants. Il y a tout ce qui est aussi capteurs portables, applications mobiles, etc. Et enfin, ça c'est un point sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais quand même pour ne pas dire que le seul problème est l'alléchation et le fait qu'on ne veut pas mettre les choses ensemble. Il y a toute la difficulté de ce qu'on appelle la curation des données. Donc, une fois que les données sont rassemblées, il faut qu'elles soient avec comment dire, des références identiques. Il faut vérifier que des données incorrectes ne soient pas là, etc. Une des contributions possibles de l'altruisme efficace, à mon avis, c'est de vraiment avoir des actions pour qu'il y ait plus de mise en commun des connaissances, donc ce qui passe par moins de brevets et l'absence de vente des données médicales. Je dis vente des données médicales, juridiquement, c'est pas de la vente, c'est de la mise à disposition moyenne un paiement, mais en pratique, ça revient au même. Et en tout cas, je trouve, enfin, beaucoup de gens considèrent que c'est qui n'est absolument pas logique, c'est que tout cela se fasse aujourd'hui avec de l'argent public, et donc l'argent public mène à des brevets et puis à des utilisations privées des recherches. Alors, quelques mots aussi pour dire que pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser l'intelligence artificielle pour mettre ces données en commun, ben parce que ça permet de travailler plus vite, mais aussi parce que le fait d'utiliser prioritairement l'intelligence artificielle pour ce type de recherche, pour toutes les recherches liées à la résilience, à la santé, à la réjuvénation, et pour tout ce qui nous rend, on va dire, plus humains, si on transforme cela en une priorité oui, plus absolue que ce qu'elle n'est aujourd'hui, priorité plus élevée par rapport à d'autres usages possibles de l'intelligence artificielle, eh bien, ça diminue les risques que l'intelligence artificielle soit utilisée pour de mauvais usages. Alors, quelques mots sur ce dont on a besoin pour des tests cliniques pour la longévité, pour la résilience et pour la réjuvénation. Donc, il y a un des spécialistes les plus connus du domaine qui s'appelle Jean-Marc Lemaître, qui est un directeur de recherche à l'INSERM, qui a dit que tous les maux liés à l'âge seront un jour éradiqués, qu'on pourra rester jeune beaucoup plus longtemps, avec la question sur laquelle, qui viendra peut-être dans les questions, jusqu'à quelle durée de vie pouvons-nous envisager de continuer. Pour y arriver, il faudrait notamment un projet au niveau européen ou même un projet au niveau global, un peu comme un projet Manhattan, mais un projet Manhattan qui serait pacifique et visant à la résilience. De toute façon, même si le projet global n'aboutit pas rapidement, les gains potentiels en durée de vie, la durée de vie en bonne santé, sont tout à fait considérables. On sait que la plupart de ces actions peuvent avoir des effets. Et donc, si vous faites gagner à l'ensemble de la population 1 ou 2 années de vie en bonne santé, vous avez des effets économiques, sociaux et autres largement positifs. Pour y arriver, donc, on a besoin de biomarqueurs, de résultats publics et d'analyses par l'intelligence artificielle. Et une des raisons pour lesquelles les choses se passent aujourd'hui avec difficulté dans ces domaines-là, c'est parce que les sociétés privées qui font des tests cliniques, que ce soit sur les souris ou que ce soit sur les humains, dans la plupart des cas, soit si ces tests aboutissent à de l'efficacité, ils vont
s'efforcer de prendre des brevets et donc garder, malgré la philosophie des brevets, mais en pratique, garder les informations le plus secret possible pour que ça ne soit pas utilisé par d'autres. Et si les résultats sont inefficaces, à ce moment-là, il n'y aura pas de publication non plus parce que ça n'a pas d'intérêt de publier des résultats négatif et même ça peut être parfois entre guillemets nuisible pour la société. Imaginons, c'est d'ailleurs pas une hypothèse théorique parce que j'ai déjà été en contact avec des personnes qui avaient effectué des tests sur des rats. Ces tests étaient payés par une société pharmaceutique qui vendait certains produits. Et comme les résultats étaient négatifs, eh bien, les résultats n'étaient pas publiés parce que sinon ce serait mauvais pour la publicité du produit. Alors, nous avons également besoin, donc jusqu'ici je parlais surtout de tests, enfin je parlais de tests sur animaux ou sur humains. Nous avons également besoin d'expériences en double aveugle sur des personnes âgées, volontaires, bien informées. Et donc, très souvent, se posent des questions éthiques. Est-ce que c'est bien souhaitable de le faire? Pour moi, ces questions éthiques sont des questions pour lesquelles la réponse est évidente, à la condition que chacun des groupes qui suit le traitement ait au moins le meilleur traitement connu, déjà disponible. Donc, il doit y avoir un groupe avec le meilleur traitement déjà disponible, un groupe avec le meilleur traitement déjà disponible et la thérapie qui est envisagée. Et étant donné que les deux groupes sont suivis médicalement de manière attentive, ben, de toute façon, ils seront dans une meilleure situation que les personnes qui ne suivent pas de traitement. Nous avons besoin de volontaires informés, suffisamment âgés, donc ça peut même aller jusqu'à 99 ans pour les femmes. Donc, encore une fois, informés, en bonne santé, mais en bonne santé, quand on est extrêmement âgé, on n'est pas, on est en bonne santé, mais quand même plus faible, et qui sont intéressés pour eux-mêmes et pour la communauté. En quoi est-ce que ce que je vous dis est important en termes d'altruisme efficace? Mais d'abord, tout simplement, je dirais, le droit à la vie, c'est la condition de tous les droits. Sans le droit à la vie, et donc aujourd'hui en France, dans 90% des cas, sans la possibilité de vivre plus longtemps grâce aux progrès médicaux, ben tous les autres droits ne peuvent être accomplis. Et aussi parce que nous avons découvert, malheureusement, encore une fois, depuis 2019, que les progrès technologiques et les progrès médicaux ne suffisent plus à la croissance de la longévité en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et je dirais, c'est quelque chose qui est, j'utilise parfois le terme fascino-déprimant. C'est quelque chose qui est à la fois incompréhensible, pour moi en tout cas. C'est évidemment déprimant puisque ça signifie que nous avons aujourd'hui des progrès technologiques et des progrès médicaux qui se poursuivent, mais avec un découplage par rapport à l'espérance de vie, probable, enfin, d'abord à cause de l'épidémie de Covid, mais après, pourquoi? Probablement à cause de la méfiance qui est née de l'épidémie du Covid, probablement à cause du Covid long, probablement à cause de la désorganisation qui a été causée par l'épidémie. Mais tout ça ne suffit pas pour moi quand même aux explications. Et donc, peut-être aussi que, notamment, la pollution est une explication qui atteindra la pollution qui atteindrait certains seuils. Enfin, voilà. OK. Donc,
En quoi encore est-ce que c'est important en termes d'altruisme efficace? Donc, un travail pour permettre des tests cliniques rapides, donc plus efficaces, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas aujourd'hui de mouvement d'opinion important, et donc des moyens pour cela seraient utiles pour créer un mouvement d'opinion aussi. Et on peut aussi imaginer tout simplement que les citoyens se retrouvent pour eux-mêmes participer à des tests cliniques sur la longévité. Enfin, il y a des recherches qui sont vraiment peu coûteuses, mais qui ne sont pas financées actuellement. Je vais prendre d'abord la question des tests de longévité sur les souris, les rats et les souris. Vous savez, je suppose que lorsqu'il y a une nouvelle thérapie, ça se fait d'abord sur des animaux, et les animaux, on va dire 8 fois sur 10, ce sont des souris, et 1 fois et demie sur 10, ce sont des rats. Euh, le problème est que aujourd'hui, très 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 souvent, pour ce qui concerne les expériences relatives à la longévité, à la réjuvénation, etc., euh, on prend des souris, on leur donne la thérapie, on examine leurs biomarqueurs, donc l'ensemble des signes qui sont censés euh, informer à propos de la durée de vie, mais après, pour mesurer la longévité, on ne mesure pas la longévité. C'est-à-dire que après, par exemple, 6 mois, on tue les souris, on compare entre le groupe témoin et le groupe ayant eu la thérapie, quels sont les indicateurs biologiques. Ceci étant, il va de soi pour moi que pour être vraiment sûr qu'il y ait une efficacité, le seul moyen, c'est de simplement prendre les rats et les souris et d'attendre qu'elles meurent de vieillissement et de comparer le résultat groupe témoin et groupe avec thérapie. Et ça se fait très peu. Et pourquoi est-ce que ça se fait très peu? Parce que la publication la plus rapide, c'est le plus, on va dire, rentable pour les sociétés, les startups, etc. C'est aussi ça signifie la publication la plus rapide, mais ça signifie aussi des progrès beaucoup plus longs pour réellement savoir ce qui est efficace. Alors, il y a tout le domaine de la recherche open science. Très, très souvent, ceux qui recherchent open science manquent de financement parce que les sociétés qui veulent prendre des brevets ne vont pas investir dans ce domaine-là. Et une chose nouvelle par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle, voire intelligence artificielle générale, pour les recherches en matière de longévité. Là, je ne vais pas m'étendre du tout aujourd'hui parce que pour le moment, je suis en train de réfléchir avec un certain nombre de personnes sur ces questions-là, dont des informaticiens qui vraiment suivent les possibilités dans ces domaines. Et dernière chose qui peut être fait avec relativement peu d'argent, c'est la publication de résultats d'études, tant les résultats positifs que les résultats négatifs. Les résultats négatifs en matière de longévité étant extrêmement importants, enfin, en matière de longévité dans d'autres domaines, parce que ça permet de fermer des portes. Voilà, j'en arrive déjà à la conclusion. Pour moi, ce qui est nécessaire de manière globale, c'est d'arriver à un système auquel les citoyens font confiance, géré par une institution publique. Enfin, ce qui est nécessaire au point de vue, on va dire ici, c'est au point de vue partage de données, géré par une institution publique où les données de santé sont utilisées pour et seulement pour la recherche, grâce notamment à l'intelligence artificielle. Et l'objectif final, évidemment, est de permettre à chacun de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et
l'objectif, on va dire aussi par rapport à tout ce qui est des tests cliniques, c'est d'avoir des tests de longévité réelle pour les animaux et d'avoir des tests cliniques plus rapides et plus protecteurs des citoyens le plus rapidement possible. Je vous remercie pour votre attention. Voilà quelques organisations qui travaillent dans ce domaine-là. La plupart des organisations sont des organisations anglophones, mais l'association RILS réalise une lettre mensuelle avec un nom un peu provocateur, La mort de la mort, donc disponible en 5 langues, dont le français, et donc pour lequel l'abonnement est gratuit pour les 2 premiers siècles. Et voilà, j'ai terminé. Je vous écoute pour les questions. Merci beaucoup, Didier. Et je vous en prie, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler à l'oral. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat. Et merci beaucoup pour cette présentation. J'avais déjà une question sur les biomarqueurs. Aujourd'hui, j'ai repéré au moins 2 sociétés qui commercialisent déjà des biomarqueurs qui censément nous permettraient de connaître notre âge biologique, à savoir EpiAge et TrueAge. Qu'est-ce que vous pensez de ces tests salivaires qui prétendent nous donner une indication d'une part de notre âge biologique et d'autre part de notre vitesse de vieillissement? C'est-à-dire que le TrueAge, par exemple, vous produit un rapport qui va vous dire, voilà, en moyenne, vous vieillissez d'1,05 ans Ouais. par année civile. Alors, plusieurs choses. D'abord, moi qui suis les questions relatives à la longévité depuis une quinzaine d'années, j'ai un peu l'impression qu'il y a des modes. Hein, donc, et la mode de ces dernières années, la mode précédente, je dirais, j'exagère en disant mode, mais on parlait beaucoup des sénolytiques comme dans un des moyens de lutter contre le vieillissement jusqu'il y a 2 ou 3 ans. Et maintenant, on parle beaucoup, beaucoup des biomarqueurs. Et donc, beaucoup de sociétés vendent leurs biomarqueurs qui est généralement basé sur ce qu'on appelle l'horloge épigénétique. Donc, c'est des signaux épigénétiques qui sont supposés marquer le vieillissement. Donc, je pense que il y a des éléments qui sont des éléments intéressants. Ceci étant, parfois, les sociétés qui créent leurs marqueurs, donc les sociétés, on va dire, créent un marqueur du vieillissement et ensuite vendent ou mettent à disposition, ou enfin bon, des thérapies pour lesquelles elles expliquent que c'est avec leur propre marqueur que vous allez prouver que vous rajeunissez. Ceci étant, pour être certain qu'un marqueur fonctionne, enfin, je veux dire, pour être certain qu'un marqueur correspond réellement au vieillissement, il est nécessaire d'arriver jusqu'au bout de la vie. Et donc, forcément, cela n'a pas encore été effectué pour les humains. Et également, je reviens à l'aspect concernant les rats et les souris. Très souvent, lorsque ces marqueurs sont testés ou des marqueurs équivalents sont testés sur des rats et des souris, les tests se font uniquement pendant une durée relativement courte et pas jusqu'à la durée de vie maximale. Donc, en quelques mots, je pense que ces marqueurs ont une utilité, mais ça n'est pas une utilité absolument extraordinaire. Et parce que ce sont d'abord des instruments de mesure et pas des thérapies. Les marqueurs ne sont pas des thérapies en eux-mêmes. Donc, je suis plus optimiste en ce qui concerne les thérapies. Pour ce qui concerne d'abord les thérapies géniques, pour lesquelles nous progressons considérablement. Et il y a quelques semaines maintenant, il y a eu un premier essai sur des souris d'une thérapie génique avec une sorte de,
disons pour simplifier à l'extrême, de copier-coller d'un gène venant du rat-au-pneu. Le rat-au-pneu étant enfin, le rongeur qui a la vie la plus longue parmi tous les rongeurs. Et cela a amené à une progression de l'espérance de vie, mais pas gigantesque pour les souris testées. Donc, pour moi, les thérapies géniques, c'est le plus prometteur. Après, il y a les produits metformine, rapamycine et d'autres qui enfin, qui ont probablement déjà un effet, mais un effet relativement réduit. Et puis après, il y a les autres thérapies. Bon, merci pour votre réponse. Merci. Ouais. Je voulais vous poser une question sur la gestion des données. Le vieillissement est un phénomène extrêmement complexe et difficile d'imaginer une variable qui soit absolument sûre qu'elle n'a aucune pertinence, que ce soit direct ou en tant que contrôle. Et donc, je veux savoir quelle méthode vous préconisez pour gérer les données de façon éthique, c'est-à-dire que les données sont suffisamment anonymes que aucune combinaison de variables n'identifie une personne unique. Oui, alors je répondrai dans un monde idéal, pour moi, euh, pour moi d'abord, les données de santé seraient des données qui ne peuvent pas être vendues. Voilà, tout simplement. Et ça, cela aurait pour effet que la valeur de ces données de santé pour des personnes malhonnêtes, puisque pour des personnes honnêtes, ça n'aurait plus aucune valeur, mais pour des personnes malhonnêtes, diminuerait quand même, parce que l'intérêt de s'approprier ces données serait moindre, ben, tout simplement, quand quelque chose est illégal, vous ne pouvez pas vous en servir pour une compagnie d'assurance, etc. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui est quand même, parce que là c'est dans un monde idéal qui ne va pas apparaître de même, et le deuxième aspect c'est ce qui est prévu actuellement au niveau de l'Union européenne, c'est que les données qui sont rassemblées via l'espace européen des données de santé, ces données qui sont rassemblées ne peuvent pas être utilisées pour autre chose que pour la recherche médicale. Donc, à ce moment-là, les risques sont relatifs, enfin, plutôt pour autant que la frontière entre les recherches scientifiques et le reste du monde soit réellement étanche, les risques sont de zéro. Évidemment, une frontière totalement étanche, ça n'existe pas. Ceci étant, il y a en fait, par rapport à la question de la protection de la vie privée, deux manières d'anonymiser des données. Il y a ce qui est ce qu'on appelle la pseudonymisation et il y a ce qu'on appelle l'anonymisation. L'anonymisation, ça veut dire que vraiment les données sont totalement séparées de la personne et donc c'est vraiment impossible de revenir vers vous. Donc, mais c'est aussi beaucoup moins utile en termes de recherche scientifique. Donc, ça veut dire en fait que je pourrais avoir, par exemple, des informations sur, supposons que vous ayez 45 ans et que vous pesiez 73 kilos, je pourrais avoir des informations sur le fait que les personnes de 45 ans prenant de la metformine ont telle suite médicale, que les personnes de 73 kilos ont telle suite médicale, mais je ne pourrais pas combiner les informations pour faire des recherches. Donc, au point de vue de la recherche scientifique, c'est moins efficace. C'est pour ça que très souvent, il faut non pas anonymiser, mais pseudonymiser. Et donc, je saurais que vous êtes enfin, plus exactement, je saurais qu'une personne qui a tel numéro a telle affection et ça permet de faire des recherches scientifiques meilleures, mais ça présente un risque de retrouver la personne. Mais encore une fois, si la législation garantit, si la législation et les choses qui sont mises en vigueur garantissent l'étanchéité, donc le fait que les données ne soient pas accessibles à d'autres que les scientifiques, là, il n'y a pas de risque. Et je pense qu'il y a dans la peur par rapport à l'utilisation des données de santé quelque chose que moi je trouve un peu irrationnel.
pour une personne avec de mauvaises intentions, qu'est-ce qui est le plus intéressant par rapport à vous et par rapport à moi? Est-ce que c'est les informations concernant votre compte bancaire, votre carte de crédit, etc., ou bien concernant votre santé? À moins que la personne en veuille à votre vie, ce qui est quand même relativement peu fréquent, c'est quand même les informations financières directement qui sont utiles. Donc, il y a une sorte de, je pense, de surestimation des risques, particulièrement dans un certain nombre de pays, dont la France et la Belgique. Et il faut savoir que dans d'autres pays, comme la Finlande, par exemple, ils ont un système dit de opting out. Oh, pardon, je dois expliquer en deux mots. Donc, par rapport à la question de la protection des données, pour les gens qui, lorsque on choisit de permettre aux gens de refuser que leurs données soient utilisées pour la science, il y a deux systèmes. Le système dit opting in, donc vous dites que vous voulez bien que ça serve à la science, ou le système dit de opting out, vous dites que vous ne voulez pas que ça serve à la science. Ok. Et donc, en Finlande, ils ont un système dit de opting out. Donc, les gens qui ne veulent pas partager leurs données pour des raisons de santé le disent, et ça concerne quelques milliers de personnes sur sur, je ne sais plus quelle est la population de la Finlande, mais encore, disons, environ 5 millions de personnes. Voilà, voilà. En quelques mots. J'ajoute au point de vue juridique cette fois, en droit positif, donc dans la situation actuelle, normalement, dans la réglementation relative au le fameux RGPD, Règlement général de protection des données, il y a des exceptions à la protection de la vie privée, et ces exceptions, c'est notamment les questions de santé. Mais pour des raisons qui, je vous dirais, m'échappent, les organismes de santé n'utilisent pas cette exception. Voilà, donc j'ai été plus long que votre question, mais donc peut-être plus long que votre question, et donc peut-être pas assez. Je peux un peu continuer par rapport à la question pseudonymisation et anonymisation elle-même, si vous le souhaitez. Ah oui, je voulais ajouter encore une chose importante, c'est est-ce que vous savez que en France, quand vous allez à la pharmacie, dans 50% des cas, vous mettez à disposition vos données de santé à une société multinationale américaine qui s'appelle IQVIA. Donc, il y a un contrat pour 50% des pharmacies avec IQVIA. Si vous googlez scandale IQVIA santé, vous retrouverez des informations relativement anciennes à ce sujet. Ça avait fait les gros titres il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et donc, ça, c'est assez bizarre. Les citoyens ne sont pas, enfin en tout cas, après un impact important dans les médias, après ça, les citoyens ont oublié qu'ils donnaient leurs informations de santé pour des sociétés privées, et ils sont plus inquiets par rapport à des sociétés publiques. Voilà. Il y a, d'un côté, il y a une logique, et d'un autre côté, je ne comprends pas. Oui, bonjour. Merci beaucoup Didier pour votre exposé. J'aurais 3 questions à vous poser. Euh, la première, c'est à propos de la fin de l'augmentation de l'espérance de vie en 2021 et 2022. Est-ce qu'elle est due uniquement au Covid? On a vu peut-être pas, mais est-ce qu'il y aurait des explications dues au mode de vie, comme la sédentarité ou l'alimentation? C'est ma première question. Peut-être que je fais question par question, c'est peut-être plus simple, sinon je vais les oublier. Et puis, oui, ben donc, je veux dire, ça c'est la question à 1 milliard d'euros, si pas plus. Hein. Donc, je, je pense. Donc d'abord, c'est à partir de 2020, hein, donc début de l'épidémie de Covid 2019, lockdown, etc., 2020. Et donc pour 2020, c'est tout à fait clair que la cause numéro un de la diminution de l'espérance de vie, c'est l'épidémie elle-même, avec des millions de morts, etc. Après 2021 et puis 2022 et peut-être 2023, c'est encore trop tôt pour le savoir. Là, ça devient plus complexe de savoir pourquoi. Ceci dit, il peut y avoir des causes qui sont vraiment liées à l'épidémie elle-même. D'abord,
l'épidémie n'est toujours pas tout à fait terminée, même si elle est moins, si le nombre de décès est moindre. Deuxièmement, ça c'est important, il y a ce qu'on appelle le Covid long qui a des effets. J'avais lu au début enfin non pas au début, mais enfin, on va dire vers fin 2020, il y avait des articles scientifiques qui donnaient une surmortalité tout à fait considérable par rapport aux gens qui ont le Covid long. Donc, ça pourrait être un début d'explication aussi. Ensuite, il y a les effets, on va dire les dommages collatéraux, le fait que les soins pendant la période de Covid, que les soins ont été moins nombreux pour les cancers, pour tout ce qui est nécessité des hospitalisations hors Covid. Et enfin, mais ça c'est surtout pour les pays du Sud, il y a eu un manque de vaccination. D'un autre côté, il y a eu plus de recherche médicale que jamais auparavant. Il y a eu plus de soins médicaux probablement que jamais auparavant, donc plus de suivi médical. Et il y a eu aussi, enfin plus exactement, certains pensaient aussi qu'il y aurait un effet rebond. Lorsque vous avez une maladie, les personnes les plus faibles décèdent et les personnes les plus fortes survivent, logiquement, dans les grandes lignes. Et donc, logiquement, on doit avoir ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que les plus faibles étant décédés, les plus forts font progresser l'espérance de vie. Donc, force est de constater que cela n'a pas été le cas. Encore que quand vous regardez pour 2022 en Belgique et aux États-Unis, les personnes de plus de 80 ans ont de nouveau une espérance de vie qui progresse. Mais bon, c'est quelque chose de relativement spécifique. Voilà. Après ça, tout ce que vous avez dit, à savoir sédentarité, obésité, et enfin, je ne sais plus si vous l'aviez dit, mais on peut songer pollution, etc. Tout cela, c'est des choses qui étaient déjà une évolution avant la période de Covid. Donc, pour expliquer que ça a un impact négatif, il faudrait expliquer quelque chose, je veux dire, qui s'est considérablement aggravé avec l'épidémie. Donc, moi, ma réponse très courte, c'est je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Et je suis, et donc, je redis l'expression fascino-déprimant. Et ce que je trouve aussi, là, je sors de votre question, mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste pour la technologie depuis 20 ou 30 ans. Et ça fait 20 ou 30 ans que j'entends, peut-être pas 20 ou 30 ans, mais 10 ou 15 ans certainement, que j'entends des gens qui disent oui, mais en fait, l'espérance de vie commence à diminuer euh, parce que particulièrement en France, mais aussi dans d'autres pays, on mesure l'espérance de vie et puis on mesure l'espérance de vie en bonne santé. Et l'espérance de vie en bonne santé, en fait, les statistiques ne sont pas très fiables. Donc, de temps en temps, vous avez des statistiques sur l'espérance de vie en dégringolade, l'espérance de vie, pardon, en bonne santé. Et donc, la presse, entre guillemets, la presse qui aime bien les mauvaises nouvelles, a relativement souvent fait des gros titres sur l'espérance de vie en diminution en France, ceci avant 2019. Et donc, maintenant, depuis que c'est vrai, plus personne n'en parle. Voilà. Depuis que l'espérance de vie commence à réellement diminuer, on n'en parle plus et je ne comprends pas. Je veux dire, est-ce que vous avez lu un article de journal avec en première page, au point de vue mondial, une diminution de 1 an de l'espérance de vie? Non, je suis presque sûr que non. Or, pourtant, il y a eu une publication scientifique à ce sujet-là. J'ajoute une dernière chose j'ajoute deux choses. La première, c'est aux États-Unis, la diminution de l'espérance de vie avait commencé avant l'épidémie, vers 2014-2015. Aux États-Unis, la situation est vraiment catastrophique, à savoir que l'espérance de vie aujourd'hui, ou plus exactement il y a 1 an, était inférieure à l'espérance de vie en 1996. Donc, c'est plus de 20 ans en arrière. Tandis qu'en France, par exemple, la situation actuelle est la situation
équivalente à 2014. Mais donc, ça veut dire quand même qu'on a déjà perdu à peu près 10 ans. Hein. OK, donc on gagnait, je reviens à la France. En France, on gagnait bon an, mal an, en moyenne, 2 mois, on va dire, d'espérance de vie. Donc, en 2014, je ne sais plus maintenant quel chiffre exactement on était, mais enfin, supposons que c'est de 2014 à 2023, si on avait continué la courbe, on aurait gagné une vingtaine de mois, et au lieu de ça, on est en plein. J'ajoute, dernière chose, que pour les États-Unis, justement, il y a peut-être eu cet effet rebond parce que la dernière année, donc pendant les 2 premières années Covid, il y a une dégringolade de l'espérance de vie de 2 ans. Et en 2022, c'est remonté d'1 an. Mais bon, c'est encore. Et pour 2023, c'est trop tôt pour dire. Je vais mettre dans le chat. Il y a un site internet qui est vraiment extrêmement intéressant et qui est très peu connu, qui s'appelle Nomo, ou Nono. Il faut que je le retrouve. Peut-être que je ne vais pas le retrouver tout de suite, mais donc pour lequel vous avez l'évolution des décès au mois le mois au niveau de l'Union européenne et même au niveau d'autres pays de l'Europe. Et là, pour la première fois en 2023, il a été annoncé que la situation était redevenue normale comme les années pré-Covid. Mais redevenue normale comme les années pré-Covid, ça ne veut pas encore dire meilleure que les années pré-Covid. Donc, j'ai répondu à votre question avec les éléments que j'ai, mais même sous la torture, je ne pourrais pas vous dire quelle est la réelle cause. Et je voudrais bien comprendre pourquoi on n'en parle pas plus que ça, d'ailleurs. Après, est-ce que j'en ai parlé? Donc, il y a évidemment, il y a peut-être. Donc, enfin, non. Il y a les questions de pollution, mais les questions de pollution, il n'y a pas d'aggravation considérable. Ce qui n'est pas impossible, c'est qu'il y ait quelque part ce qu'on appelle des effets cocktails toxiques, et que quelque chose commence à se cumuler de manière négative. Bon, voilà, mais pourquoi est-ce que ce serait 2019 ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ajoute encore une chose, sorry, qui sort encore un peu de votre question, mais donc la disparition des insectes est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et cette disparition des insectes, vous avez probablement lu auparavant, quand on se promenait en voiture, enfin, auparavant, quand on faisait une longue distance en voiture, on avait des insectes morts plein les pare-brises. Maintenant, il y en a beaucoup moins. OK, donc ça diminue considérablement. Probablement que la pollution est une des sources et il faudrait faire beaucoup plus de recherches dans ce domaine-là. Voilà. D'accord, merci. Je mets le site internet que j'ai retrouvé en googlant et que je vous conseille si vous vous intéressez à la mortalité au mois le mois, c'est fort bien fait. Donc pour ceux qui n'ont pas accès au chat, c'est euromomo.eu. Momo, c'est peut-être pas la meilleure abréviation, c'est pour Mortality Monitoring. Voilà. D'accord, Votre deuxième question. merci. Alors, ma deuxième question concernait les brevets Oui. et également la vente de données à des fins commerciales. Donc, vous avez parlé des effets pernicieux. Est-ce qu'il y a quand même un effet positif au sens où les brevets et aussi la vente de données permettent de stimuler la recherche? Est-ce que vous considérez quand même que ça, il y a cet effet bénéfique? Alors, je vais répondre aux questions de manière séparée, enfin aux deux aspects de la question de manière séparée. Donc, comment dire, l'argumentation qui est donnée par les personnes en faveur des brevets, ben, c'est sans brevet, nous ne ferions pas les recherches et donc nous n'obtiendrions pas les résultats que nous avons. Et avec un brevet, les résultats deviennent totalement publics
après une période qui est de 20 ans un peu prolongeable. Euh, et même théoriquement, mais ça c'est théorique, pendant, quand vous obtenez un brevet, ben, le brevet lui-même, il est public. Ben oui, c'est pas théorique que le brevet est public, le brevet est réellement public, mais les informations qui sont dans le brevet, les juristes qui s'occupent de réaliser ces brevets sont extrêmement attentifs pour avoir d'une part la possibilité d'interpréter pour le plus largement possible et d'autre part le moins d'informations possible sur la manière de refaire la thérapie qui est présentée. Ensuite, il y a pire que cela. Je trouve que ça, c'est vraiment le pire et le plus absurde. C'est que parfois, quand je vais à une conférence, même des gens qui sont favorables à l'échange des données et tout ça disent vous ne pouvez pas faire de photographie. Et maintenant, j'ai compris, c'est lorsque vous faites des recherches, si vous donnez des informations dans des conférences par rapport à ceux que vous souhaitez breveter, après, vous n'avez plus le droit de le breveter. C'est un truc parce que donc vous avez donné des informations, donc les informations sont devenues publiques, donc il n'y a plus de brevet possible. Je simplifie à l'extrême, mais c'est quand même réellement comme ça. Donc l'ambiance, on va dire, l'ensemble des aspects juridiques de brevet. Mais enfin, oui, vous m'aviez demandé de donner des arguments en faveur. Bon, ben, les arguments en faveur, je les ai donnés. Est-ce que je peux en donner d'autres? Non. Enfin, pour moi, c'est une situation. Ouais, sorry, je vais quand même continuer dans les. Je pense que donc auparavant, enfin, parfois vous avez des sites en matière de santé, en matière de recherche pour la longévité, et donc au lieu de nous avons une thérapie qui permet telle ou telle chose, il est marqué nous avons 5 brevets différents. Je ne comprends pas le. Il y a une sorte de cercle vicieux. Le scientifique, pour être reconnu, doit aujourd'hui créer une start-up. Cette start-up doit obtenir des brevets. Ces brevets doivent être vendus à une société. Vous voyez, alors que probablement que beaucoup de chercheurs au départ, euh, leur objectif, leur objectif dans la vie, c'est d'améliorer le sort des gens et de vivre de manière correcte, mais c'est pas d'avoir un brevet pour faire de l'argent. Voilà, ça c'est la première. Alors par rapport à la question de la vente des données, ben oui, c'est un peu la même chose. Euh, une société qui vend, encore une fois, juridiquement, elle ne vend pas des données. Hein. Juridiquement, elle demande un système de paiement pour pouvoir mettre à disposition des données. Donc, cette société, ben, elle n'existerait pas si elle ne pouvait pas vendre ces données. Et donc, certaines de ces sociétés font, notamment, j'ai parlé du travail de curation, et puis aussi, il y a le travail d'acquisition, enfin, le travail de contact avec les hôpitaux, etc., pour pouvoir ensuite mettre à disposition les données. Tout ça, évidemment, n'existerait pas en tant que tel s'il n'y avait pas la possibilité de vendre des données, de mettre à disposition moyennant paiement des données. Mais si ces données, pour moi, donc j'ai donné le cas d'Idivia, euh, peut-être notamment s'il n'y avait pas cette crainte par rapport à tout ce qui est vie privée et tout ça, et que toutes les données de santé allaient vers des organismes publics français et européens, il n'y aurait pas besoin de ces sociétés du tout. Évidemment, il n'y aurait pas besoin de ces sociétés, mais il faudrait des scientifiques qui fassent la curation des données, qui les mettent ensemble, etc. Mais voilà. Et puis, on arrive à des situations tout à fait étranges. Là aussi, pour moi, d'abord, c'est un mystère. C'est moins un mystère que la question de la diminution de l'espérance de vie, hein, mais c'est un mystère qu'on ne parle quasiment jamais
de IQVIA et de quelques sociétés du même style, parce que IQVIA, c'est quand même 70 000 personnes, hein, donc c'est pas une petite société. Et IQVIA, c'est une société qui a des sièges en France, en Belgique, en Afrique. J'ai vu, par exemple, en Belgique, que des autorités publiques payaient IQVIA pour recueillir des données venant d'autorités publiques. Donc, il y a quelque chose de... Oui, peut-être là, c'est de nouveau encore au point de vue... Bon, allez, pour recommencer, au point de vue positif, le fait que ces sociétés existent peut créer l'information à partir de données, ouais, parce que aussi parfois ils mettent à disposition des données pour un peu, on va dire, attirer les clients, voire pour un but de mécénat. Euh, voilà. Et donc, mais n'empêche que euh, si c'était, si ces données publiques étaient gérées par des scientifiques dans des organismes publics, logiquement, ça fonctionnerait bien, bien mieux, à condition que ce soit des fonctionnaires qui travaillent correctement, pour faire simple. Voilà, j'espère avoir répondu à votre deuxième question. Ouais. Oui, je pense aussi, enfin, dans la mesure du possible. Et ma dernière question, c'est une question personnelle. Je voulais savoir si vous prenez vous-même, à titre personnel, des produits contre le vieillissement, comme la metformine ou la rapamycine. Alors, je prends de la metformine, mais pas enfin, dans un but thérapeutique, mais pas dans un but thérapeutique de lutte contre le vieillissement. C'est parce qu'il y a 4 ans, j'ai eu la chance de faire un infarctus avec un tube pondage coronarien. Voilà, donc ça m'a permis de profiter de la metformine puisque c'est le médicament pour les cardiaques. Ça m'a permis de m'intéresser aussi de manière, on va dire, plus directe aux questions de longévité, mais mon intérêt était bien antérieur. Je ne prends pas sinon d'autres produits parce que malheureusement, je suis convaincu qu'aujourd'hui, euh, avec les choses qui existent déjà, qui sont disponibles, ça ne fait pas une grande différence pour les personnes, on va dire, qui par ailleurs prennent des précautions suffisantes. Donc aujourd'hui, pour vivre plus longtemps en bonne santé, il n'y a encore de vraiment disponible avec un effet considérable de manière, on va dire, sans risque que comme me disait quelqu'un, ce que vous disait votre grand-mère. Donc, ne pas, ni trop ni trop peu, pour le résumer aussi à l'extrême, faire de l'exercice, mais pas de manière excessive, euh, manger, mais pas de manière excessive, et ainsi de suite. Ouais. Et D'accord. être, et surtout bien choisir ses parents. Mais bon, voilà, puisque le patrimoine génétique est important. Et donc là, je reviens en disant, et j'espère que dans un avenir pas trop lointain, notamment grâce aux altruistes efficaces qui permettront des meilleurs financements, non, j'espère que dans un avenir pas trop lointain, les thérapies géniques permettront des changements considérables, mais ça n'est pas certain. Merci. D'après le docteur David Sinclair, il y aurait un effet prometteur sur les souris du NMN pour augmenter la longévité. Est-ce que vous faites le même reproche à ce genre de résultats actuellement diffusés? Il y a beaucoup d'études qui sortent sur le NMN concernant les conclusions qu'il tire de ces tests, à savoir que d'après lui, ça mérite de lancer des tests, des essais cliniques sur les humains parce que c'est vraiment très encourageant. Il y a une sorte d'emballement et d'enchaînement d'études sur les souris par rapport au NMN et à l'influence sur la longévité. Voilà. Oui, donc pour le NMN, comme malheureusement pour l'ensemble des produits, les tests sur les souris sont relativement peu courants. Lorsqu'il y a des tests sur les souris, donc comme j'ai dit, on fait le test sur la souris. En général, on prend quand même des souris âgées, heureusement. Donc des souris de 18 mois qui sont l'équivalent d'une personne de 60 ans à peu près.
mais on ne les garde que pendant 6 mois et puis on mesure les indicateurs biologiques et donc des vérifications vraiment sur la durée de vie des souris jusqu'à leur mort. Je pense que pour le NMN, il n'y en a pas eu. Et en tout cas, s'il y en a eu, c'est pas avec des différences de durée de vie tout à fait considérables. Oui, donc le docteur David Sinclair, qui est une des personnes les plus connues dans le domaine, euh, oui, il affirme qu'il a obtenu le rajeunissement de rats et de souris. Mais moi, je dis toujours, vous donnez aujourd'hui aux 100 personnes les plus connues dans le monde pour tout ce qui est thérapie de rajeunissement, vous leur donnez à chacun 100 millions de dollars et une centaine de souris âgées de 18 mois. Eh bien, malheureusement, dans 2 ans et demi, toutes les souris seront mortes. Donc, voilà. Ça, c'est. Enfin, malheureusement, dans l'état actuel des connaissances, avec ce qui est déjà disponible, dont le NMN, sachant que donc une souris ne vit jamais plus que. Enfin, c'est aux alentours de 4 ans. Euh, Ceci étant, donc, parce que je dois dire aussi des choses quand même positives, ceci étant, donc, le chercheur le plus connu dans le domaine de la longévité, qui s'appelle Aubrey de Grey, est en train de faire une expérimentation à large échelle sur 1 millier de souris avec 4 des thérapies les plus prometteuses, dont une qui est une thérapie génique. Et donc là, nous saurons dans une petite année maximum enfin, si cela fonctionne vraiment. Donc c'est un système avec 10 groupes de 100 souris, 4 thérapies, un groupe qui Le a tout. NMN? Est-ce qu'il y a le NMN? Parce que en fait, le NMN est un précurseur de quelque chose, donc je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc, je termine. Donc, c'est 10 groupes de souris, un groupe avec les 4 traitements, 4 groupes avec chacun un traitement, 3 groupes avec 4 traitements moyens, donc 3, 3, 3, et un groupe témoin sans aucun traitement. Je vais essayer de trouver pour Aubrey de Grey et les souris. Une autre question? Est-ce que pour vous, vu que le NMN coûte à peu près 30 dollars par mois, est-ce que ça vaut le coup de commencer à se supplémenter dès aujourd'hui compte tenu de résultats qui sembleraient prometteurs ou pas? Pour Parce que vous, à votre âge, non. manifestement, Sinclair, lui, il a déjà commencé Oui, et il y a des étudiants qui commencent aussi. pour moi, non. Voilà, je ne pense. Ce qu'il y a aussi, c'est, je veux dire, on ne connaît pas non plus les effets. Encore une fois, on ne connaît pas les effets à long terme sur l'humain et on n'a pas suffisamment vérifié sur des souris. Et, et voilà. Et donc, dans une optique, je reviens, altruiste efficace, il faudrait beaucoup plus de tests sur des souris. Et sachant un test sur des souris âgées, ça coûte relativement cher, mais pas de manière gigantesque. C'est euh, par rapport. On considère que l'ensemble du processus pour qu'un médicament vienne sur le marché, c'est 1 à 2 milliards de dollars. L'ensemble du processus pour vérifier si un produit fonctionne pour la longévité, pour, pour un groupe de souris, une centaine de souris, c'est de l'ordre de 1 million de dollars. Voilà. C'est quand même tout à fait différent. Donc, c'est rapamycine, sénolytique. Donc, sénolytique, j'ai parlé, ce sont des produits qui éliminent les cellules âgées. Et puis, MTERT, ça, je ne sais plus ce que c'est exactement, et HSCT, et un des deux, c'est une thérapie génique, et le deuxième, je ne sais plus, mais donc il n'y a pas NMN. Oui. En fait, c'est pas vraiment à propos des aspects éthiques et altruisme efficace. C'est pas vraiment une question, mais plutôt une observation que
Enfin, que les causes jugées prioritaires par l'altruisme efficace, c'est c'est la lutte contre la pauvreté, c'est le bien-être animal, ce sont les risques existentiels, comme la pandémie ou l'intelligence artificielle. Mais la lutte contre le vieillissement, à ma connaissance, n'en fait pas partie ou n'est pas généralement citée comme une cause à eux. Ouais. Voilà, c'est une constatation que Oui, 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 je sais, c'est pour ça que je suis content de pouvoir en discuter ici. Et je sais également, pour en avoir discuté avec un certain nombre de personnes, que une des raisons, si pas la raison principale, est le fait que c'est quelque chose qui est encore trop hypothétique. Mais par rapport à ça, j'ai deux remarques ou trois remarques. La première remarque, c'est que effectivement, pour ce qui est de ce qu'on appelle la mortalité avec un A privatif, donc le fait de un jour ne plus mourir de maladies liées au vieillissement et pouvoir vivre une vie, là c'est encore hypothétique. Par contre, le fait de gagner des années de vie en bonne santé, là ça n'est pas quelque chose d'hypothétique. Donc on peut même dire, supposons que demain les citoyens aient une meilleure alimentation et arrêtent de fumer, ben, on aura un gain en espérance de vie de manière certaine. OK. Après ça, l'autre chose, c'est que les risques existentiels, d'une part, c'est quand même aussi, heureusement, quelque chose d'hypothétique, voire, espérons-le, de très hypothétique, mais ça l'est. Et dernière chose, pour moi, la recherche, les recherches pour l'ensemble des questions liées à la longévité et plus largement à la résilience et l'utilisation de l'intelligence artificielle particulièrement dans ce but-là particulier de tout ce qui est longévité, résilience, etc., ont pour effet, peuvent avoir pour but, mais en tout cas ont pour effet de diminuer les risques existentiels parce que c'est quand même, parce que globalement, parmi les risques existentiels, il y a les risques d'une intelligence artificielle qui provoque la mort, la destruction de l'humanité. Et donc ça, c'est réduit lorsque l'objectif qui est donné à l'intelligence artificielle est de faire, je ne trouve pas le mot en français, mais donc de faire s'épanouir l'humanité. Et puis aussi, tout simplement, parce que quand on dépense de l'énergie pour la recherche pour la santé, c'est de l'énergie qu'on ne dépense pas pour d'autres utilisations de l'IA moins sympathiques. Et on peut imaginer, il y a parfois des, on va dire, des effets boule de neige positifs on peut imaginer par exemple que grâce à l'impact donné par certains, il y a un phénomène de concurrence entre États pour être le premier des États à permettre à ses citoyens, mais après ça se répandrait, d'avoir une vie en bonne santé beaucoup plus longue, voire sans limitation de durée. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être qu'on s'arrête là. On a déjà un petit peu dépassé cette riche séance de questions-réponses.